J'ai travaillé dans la sécurité la plus grande partie de ma vie, une grande partie de ce temps en quart de nuit. Parfois, les gens me demandent quel est l'endroit le plus fou où j'ai travaillé, ou l'endroit le plus facile, ou quel a été le moment le plus terrifiant au travail. Ce qui est curieux, c'est que la réponse aux deux dernières questions est le même endroit, et les gens sont toujours surpris de l'entendre parce que, honnêtement, je crois que le meilleur travail de sécurité que j'ai eu était le quart de nuit dans une maison funéraire. Certaines personnes pensent que je suis fou de dire ça, seul au milieu de la nuit, avec rien d'autre que des corps morts pour me tenir compagnie. Mais tant que tu ne crois pas aux fantômes ou à ces choses-là, le travail est un jeu d'enfant. Personne dans son bon sens ne voudrait s'introduire dans une maison funéraire en pleine nuit. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de choses précieuses sur place. Certains cercueils coûtaient entre 8 et 9 000 $. Mais encore une fois, seul le plus désespéré des drogués oserait voler un cercueil en cuir, et il devrait être construit comme chaque pour le faire. Donc, comme je n'avais certainement pas à m'inquiéter que quelqu'un sorte de la maison funéraire, je n'avais essentiellement rien à faire. Je suppose que la maison funéraire m'incluait simplement comme une dépense, quelque chose pour rassurer les proches des défunts, pour qu'ils se sentent bien surveillés, ou quelque chose du genre. Mais, sérieusement, à part les rares rondes que je faisais, tout ce que je faisais était regarder la télévision et soulever des poids. Ironiquement, c'est dans ce travail de sécurité si confortable que j'ai eu la rencontre la plus effrayante de toute ma vie. J'étais là depuis environ 6 mois et, à part le quart de nuit, je l'appréciais chaque seconde. J'ai commencé à apprendre l'espagnol pour essayer d'impressionner une fille dominicaine avec qui je m'entendais bien, donc j'ai passé la plus grande partie de la première nuit à marcher avec mes écouteurs, répétant des phrases en espagnol pour absolument personne. À un moment donné, je suis assis dans le bureau du directeur, où se trouvaient les moniteurs de sécurité, et je regarde distraitement pour voir si tout va bien. Maintenant, garde à l'esprit que toutes les fois où j'avais regardé ces moniteurs au cours des 6 derniers mois, la chose la plus excitante que j'avais vue était un renard. Le reste du temps, ils étaient complètement vides, sans aucune activité, ni animale, ni humaine. Sauf que cette nuit-là, pendant que j'essayais de comprendre le verbe « être » en espagnol, je vois quelqu'un debout, complètement immobile, dans le parking de la maison funéraire. La vue m'a tiré un quoi. Instantanément, non pas parce que je voyais quelqu'un pour la première fois, mais parce que cette personne était simplement là, debout, complètement figée et fixant le bâtiment. Elle était si immobile pendant si longtemps que, si ce n'était pour les chiffres de l'horloge avançant dans le coin de l'écran, tu pourrais penser que l'image était gelée. Mais ensuite, elle a bougé, juste un petit mouvement, et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment là, comme une statue, les yeux rivés sur la maison funéraire. Il faisait très froid ce soir-là, alors je mets ma veste, mon chapeau et mes gants pour me préparer à sortir et avertir la personne de s'en aller. Juste avant de quitter le bureau, j'ai vérifié à nouveau l'écran. Rien. Il n'y avait plus personne là. Au mieux, c'était juste un ivrogne qui était déjà parti, et au pire, cela nécessitait une vérification complète de l'extérieur. Je suis sorti dans le parking, mais je n'ai vu personne. Mais juste parce que je ne l'ai pas vu ne voulait pas dire qu'il n'était pas là. Donc, j'ai commencé à vérifier autour du bâtiment pour m'assurer que l'homme statue ne prévoyait pas de causer des problèmes. Je brille avec ma lampe de poche et je ne vois rien. Puis, quand je vérifie l'arrière, où se trouvait la porte de secours, j'entends un bruit de pas rapide, suivi de pas rapide. Ce type a dû voir le faisceau de lumière de ma lampe de poche avant que je ne tourne le coin et s'est simplement enfui avant que je puisse l'atteindre, parce que quand j'ai tourné le coin, tout ce que j'ai vu était une silhouette encapuchonnée, courant à environ 50 mètres de moi. Te souviens-tu de ce que j'ai dit sur les plus désespérés des drogués qui ont besoin de tant de crack qu'ils voleraient une maison funéraire ? Eh bien, c'est ce que je pensais qu'il était. Et comme je ne m'implique pas avec des drogués, je suis simplement rentré à l'intérieur. J'ai bien sécurisé la porte arrière et j'ai appelé la police pour faire un rapport. Je n'avais pas besoin qu'ils envoient une unité ou quoi que ce soit, je voulais juste qu'ils aient quelque chose enregistré pour la prochaine fois que j'appellerai, car j'avais ce mauvais pressentiment que j'appellerai à nouveau à propos de ce type très bientôt. Et j'avais raison, la deuxième fois que j'ai surpris le type en train de rôder, il était beaucoup plus audacieux. J'ai arrêté d'écouter mes leçons d'espagnol au travail, et pour une bonne raison, car la prochaine fois que le type est apparu, je l'ai entendu avant de le voir. Il a essayé d'ouvrir les portes principales avec une audace et un courage effrontés. La première fois, j'ai seulement entendu le doux bruit des portes résistant à l'ouverture, car le bureau du directeur était presque juste en face de l'entrée. La deuxième fois, quand j'ai su que quelque chose n'allait pas, c'est quand le type a essayé de défoncer les portes ou quelque chose comme ça, car j'ai entendu un bruit terrible avant de courir voir ce qui se passait.
Donc, la maison funéraire avait 2 jeux de portes doubles en verre, ce qui signifiait qu'on pouvait voir des 2 côtés. Je n'ai pas bien vu le visage du type, mais lui, il m'a bien vu. Et, comme la première fois que je l'ai attrapé, il s'est simplement enfui dans la nuit. La même chose a continué à se produire pendant des semaines. Au début, 1 fois par semaine, puis parfois 2 fois par semaine. Et vers la fin, je devais chasser ce type 3 fois par semaine. J'appelais toujours la police, donnant la meilleure description que je pouvais, mais on ne m'a jamais dit qu'ils avaient arrêté quelqu'un ou qu'ils avaient remarqué quoi que ce soit lors de leur patrouille. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils cherchaient, ou si le type restait en dehors des routes pour passer inaperçu, mais je suppose que c'est comme ça. J'étais là juste pour faire mon travail et protéger les morts. Je n'avais pas peur ou quoi que ce soit, c'était juste incroyablement ennuyeux, pour être honnête. J'avais ce travail super confortable, et ce type effrayant continuait à apparaître, me forçant à travailler vraiment. Je sais que ça ne semble pas un monstre, mais attends un peu, je n'ai pas encore atteint la partie effrayante, qui est survenue à la fin de toute cette saga du visiteur de minuit. Donc, la dernière fois que le type est apparu, je m'attendais à ce que ce soit comme les autres fois. Je l'ai vu sur la caméra, debout complètement immobile dans le parking, comme la première fois que je l'ai vu. Il le faisait souvent d'ailleurs, surtout quand il s'est finalement rendu compte qu'il ne pouvait tout simplement pas entrer. Mais chaque fois que je sortais pour le mettre dehors, il s'enfuyait toujours avant que je puisse lui dire un mot. Sauf que cette fois, la dernière fois, quand je suis sorti du bureau et qu'il m'a vu à travers les portes en verre, il n'a pas couru. Il ne s'est pas déplacé. Il m'a simplement regardé fixement alors que je marchais vers le parking sombre. Ne te méprends pas. Ce changement soudain de tactique m'a certainement rendu un peu nerveux et j'ai commencé à m'inquiéter s'il avait une sorte d'arme. Mais juste la possibilité de pouvoir lui demander pourquoi, après des semaines et des semaines d'une immense curiosité, je ne pouvais tout simplement pas laisser passer l'occasion. Je ne me suis pas approché de lui ou quoi que ce soit, je suis juste sorti des portes doubles et dans le parking sombre, observant comment il me regardait depuis sous sa capuche. C'est alors que je me suis rendu compte à quel point il était vraiment jeune. Je veux dire, il avait l'air d'un garçon, mais juste par sa taille et sa barbe irrégulière, je pouvais dire qu'il avait la fin de l'adolescence, ou peut-être le début de la vingtaine. De plus, il ne me regardait pas avec haine comme je pensais qu'il le ferait. Il avait l'air triste et fatigué en me regardant en retour. Quelques secondes se sont écoulées avant que je lui demande finalement pourquoi il continuait à apparaître là au milieu de la nuit. Il n'a rien dit en réponse, et je sais que ça sonne un peu étrange. C'était comme s'il essayait de parler mais ne pouvait pas. J'ai pensé qu'il avait peut-être un retard ou quelque chose. Il ne semblait certainement pas être un drogué. Donc, quand il semblait que j'allais être le seul à parler, j'ai lâché ce que j'avais à dire. Je lui ai dit qu'il devait rester loin de la maison funéraire, que je perdais patience avec lui et que s'il revenait, je l'attraperais et lui donnerais une bonne correction. Je n'ai pas été trop agressif là-dessus, ça ressemblait plus à un avertissement amical, mais quand même, le type n'a rien dit, il m'a juste regardé en retour, toujours avec cet air triste. J'ai pensé que j'essaierais de lui parler une fois de plus, et s'il ne voulait pas parler, je rentrerais simplement, et j'appellerais la police comme d'habitude. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il parle cette fois non plus, donc je lui ai posé la question la plus basique dans mon esprit. Pourquoi ? Pourquoi continuer à apparaître semaine après semaine en essayant d'entrer dans une maison funéraire la nuit ? Mais, encore une fois, rien. Au moins, jusqu'à ce que je me retourne pour retourner au bâtiment, car c'est alors que le type a enfin trouvé les mots pour me dire ce qu'il voulait. Et je te jure que je n'oublierai jamais ce qu'il a dit, même dans ma tombe. Il a juste dit « Je veux ». Il a fait une pause, et comme tu peux l'imaginer, je me suis immédiatement retourné pour l'écouter. Puis, après quelques secondes, il a dit « Je veux juste toucher un ». J'ai su immédiatement à quoi il faisait référence, sauf que je ne voulais pas croire que c'était ça. Alors je lui ai demandé directement « Toucher quoi ?» Je savais à quoi il faisait référence, et il savait que je savais à quoi il faisait référence, mais il ne voulait pas le dire. Et pour autant que j'ai essayé de lui tirer les vers du nez, il savait bien qu'il ne devait pas dire ce qu'il voulait vraiment toucher, ou plus exactement, qui il voulait toucher. Quand j'ai réalisé qu'il n'allait pas le dire, je lui ai dit qu'il avait besoin d'aide et que j'allais rentrer pour dire à la police exactement ce qu'il m'avait dit, y compris l'implication. Je lui ai également dit que si je le voyais à nouveau rôder autour de la maison funéraire, ou ailleurs, je lui donnerais une telle correction qu'il marcherait comme le canard Donald. Le type avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus, et je lui ai donné 1 ou 2 minutes pour le dire, mais il n'a pas pu. Alors je suis rentré pour appeler la police. Le type n'est jamais revenu, et c'était vraiment la dernière fois.
J'aime à penser que c'est ma menace qui l'a effrayé, mais j'ai le sentiment qu'il essaiera simplement dans une autre maison funéraire, et une autre, jusqu'à ce qu'il obtienne enfin ce qu'il veut. J'avais l'habitude de travailler dans l'équipe de nuit chez UPS en tant qu'agent de sécurité. La cabine de sécurité était à l'entrée de la porte pour s'assurer que personne ne pouvait entrer dans l'installation. Le travail n'était pas difficile, je vérifiais principalement les scellés des remorques qui entraient et, lorsque les cars changeaient, j'enregistrais l'entrée et la sortie des manutentionnaires de colis qui travaillaient à l'intérieur de l'installation. Les manutentionnaires de colis devaient passer par un détecteur de métaux et scanner leur carte d'identité pour pouvoir entrer. Leur identification faisait qu'une lumière verte s'allumait lorsqu'ils la scannaient et nous les laissions passer. S'ils n'avaient pas leur identification ce jour-là, ils devaient attendre avec moi et mon collègue pendant que l'un de nous contactait un superviseur ou les ressources humaines pour les laisser entrer. Un soir, mon collègue et moi venions de terminer d'enregistrer l'entrée et la sortie du changement de car. J'étais sur le point de faire nos vérifications horaires du parking lorsque je vis quelqu'un s'approcher de la cabine. J'ai crié « En retard aujourd'hui ?» et il a répondu « Oui », puis je suis retourné pour aider mon collègue à l'enregistrer. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu, mon collègue pouvait facilement enregistrer une personne arrivant en retard tout seul, mais peut-être parce que je lui ai crié, je me suis senti obligé de terminer notre conversation. Quand le type en retard est entré, j'ai remarqué que je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais il arrivait toujours des gens nouveaux, donc ce n'était pas une grande surprise. Quand il a scanné sa carte d'identité, j'ai remarqué pour la première fois que la lumière verte s'est allumée, suivie d'un fort bourdonnement. Cela m'a surpris car je n'avais jamais vu une carte d'identité échouer. Puis, quand il est passé par le détecteur de métaux, celui-ci s'est activé près de sa hanche. Il nous a montré sa boucle de ceinture et a dit « ça doit être ça ». Le protocole lorsque le détecteur de métaux s'active est que la personne retire ce qui l'active et réessaie. Et si c'est une boucle de ceinture, elle doit vider toutes ses poches. Contre le protocole, mon collègue l'a laissé entrer après qu'il ait seulement vidé ses poches avant. Mais puisque sa carte d'identité avait échoué, nous ne pouvions pas le laisser entrer de toute façon. Alors, mon collègue l'a laissé s'asseoir dans la cabine avec nous pendant que j'appelais le superviseur. Aucun des superviseurs ne répondait à leur téléphone, probablement parce que le car venait de commencer et qu'ils étaient occupés à organiser les travailleurs. Après quelques appels infructueux, le type en retard a dit « Eh, je vais être super en retard, puis-je simplement entrer ?» Je lui ai dit que je ne pouvais pas car je pourrais être renvoyé. Il a dit « Personne ne va le savoir ». Mais alors j'ai pointé une caméra dans le coin de la cabine qui nous regardait et son visage a presque sursauté en la regardant. Je lui ai dit que j'essaierais avec les ressources humaines. Le travailleur des ressources humaines de l'équipe de nuit était un type plutôt sympa qui discutait avec nous pendant nos pauses. Il nous avait dit qu'un travailleur des ressources humaines dans l'équipe de nuit était pratiquement une boîte à plaintes humaines. Les gens venaient simplement à lui pour se plaindre des autres. Quand il a répondu à son téléphone, je lui ai demandé si je pouvais sortir et vérifier l'entrée du type qui était arrivé en retard. Il m'a dit qu'il était en train de parler à quelqu'un et s'il pouvait me donner son nom et son numéro d'identification. Je lui ai donné le nom et le numéro sur la carte du type qui était arrivé en retard et les ressources humaines m'ont dit qu'il me rappellerait. Pendant que nous attendions, le type qui était arrivé en retard nous a demandé si nous avions déjà vu quelque chose de fou pendant que nous travaillions. Je lui ai dit non, et mon collègue lui a raconté une histoire sur un type avec une hache dans le parking. J'ai reçu un appel des ressources humaines et quand j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit, j'ai presque gelé. Les ressources humaines m'ont dit que le type qui était arrivé en retard était en réalité un ancien employé. Il avait été renvoyé parce qu'il avait été impliqué dans une violente bagarre avec un superviseur. Les ressources humaines m'ont dit de lui demander de partir et d'appeler la police s'il ne le faisait pas. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai inventé un mensonge en disant qu'il n'y avait qu'un superviseur nouveau travaillant ce soir-là et que personne ne pouvait vérifier s'il travaillait ici. Il a alors dit « Eh bien, laisse-moi aller chercher quelques collègues. Ils peuvent te dire que je travaille ici. » Je lui ai de nouveau montré la caméra et lui ai dit que si ce n'était pas un superviseur, je risquerais d'avoir des problèmes. Puis il a dit « Eh bien, comment vont-ils me payer ?» À ce stade, je savais déjà qu'il ne travaillait pas ici. Alors je lui ai dit que je signalerais qu'il était arrivé au travail et qu'il serait payé une journée complète sans même avoir à travailler. Clairement frustré et sans plus d'excuses, il s'est levé et est parti.
Alors qu'il s'en allait, j'ai remarqué quelque chose dans sa poche arrière, quelque chose qui avait la forme d'une petite arme à feu ou d'un couteau, définitivement pas un téléphone ou un portefeuille. Le reste de la nuit a été normal. Le lendemain, je suis arrivé au travail et mon superviseur était là pour me recevoir. Il a serré la main à moi et à mon collègue et nous a dit « bon travail ». Il nous a informé que le type de la nuit précédente était revenu le matin et avait percuté sa voiture contre la porte. Je suppose qu'il était drogué par quelque chose, donc quand il a percuté, il est resté inconscient un moment jusqu'à ce que les policiers arrivent. Ils ont fouillé son véhicule et trouvé des armes, du ruban adhésif et une pelle, pratiquement un équipement pour commettre un meurtre. Il a été arrêté et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de l'affaire depuis et j'ai démissionné quelques semaines plus tard. Je ne peux toujours pas croire que je me suis assis dans une pièce avec un possible tueur pendant plus de 20 minutes et je me demande ce qui se serait passé si j'avais simplement laissé mon collègue enregistrer le type qui est arrivé en retard tout seul. J'avais l'habitude de travailler de nuit en tant qu'agent de sécurité dans des unités de stockage à la périphérie de Tucson, en Arizona. Je venais de terminer une période de 37 ans en tant qu'adjoint au shérif. Alors quand j'ai accepté ce travail, je pensais honnêtement que ce serait une manière facile d'augmenter mon compte en banque jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour continuer à travailler. Cela s'est révélé beaucoup plus animé que ce que j'imaginais. Je n'étais pas très dérangé par le fait de travailler la nuit, c'est l'une des raisons pour lesquelles le patron m'a engagé. Je n'avais pas de raison d'être éveillé pendant la journée de toute façon, depuis que ma femme était décédée et que mon fils avait déménagé avec sa famille en Californie. Je déteste devenir mélancolique, mais la vérité est ce qu'elle est. De plus, il était logique d'avoir quelqu'un avec de l'instinct et de l'expérience pour surveiller les unités la nuit, et il était beaucoup moins probable qu'elles soient cambriolées. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler de nuit, 4 jours de travail, 4 jours de repos, dans ce qui a été quelques-uns des quarts de travail les plus ennuyeux que j'ai jamais connus. Pendant longtemps, la chose la plus excitante qui m'est arrivée a été de me retrouver face à face avec un trio de coyotes. Nous nous sommes regardés pendant un moment jusqu'à ce que les coyotes décident de partir. Des moments comme celui-ci valèrent la peine de travailler. Des moments de solitude nocturne, toute cette paix et tranquillité après tant d'années à vive allure. Mais un jour, ma paix fut troublée par le genre de chose qui a provoqué ma retraite des forces de l'ordre en premier lieu. Je pensais avoir échappé au mal terrible que l'homme est capable d'infliger à son prochain, mais à la place, il me suivait. Une nuit, vers 2 heures du matin, un groupe d'hommes passa devant le petit bureau du lieu. Le bureau était juste à côté de l'entrée principale, ce qui signifiait que vous pouviez voir tout le monde entrer et sortir par une grande fenêtre près de la porte. Lorsque le groupe passa devant la fenêtre, l'un des hommes regarda à l'intérieur et établit un contact visuel avec moi, et la prochaine chose que je savais, c'est qu'il frappait à la porte du bureau et se laissait entrer. Il était bien habillé, aurait eu environ 30 ans, semblait hispanique mais parlait un excellent anglais, et au début, j'étais surpris de l'incroyable amabilité qu'il avait. Il me salua, me demanda si j'étais l'agent de sécurité du lieu, et quand je lui dis que oui, il agissait comme si c'était un poste de haute catégorie. J'aurais pensé qu'il était condescendant si ce n'était pas parce qu'il était si charmant. Il me dit que son nom était Manalo et que lui et ses amis allaient faire un peu d'affaires nocturnes dans l'une des unités de stockage. Je plaisantais en disant que j'espérais que ce n'était rien d'illégal, ce qui provoqua un éclat de rire chez Manalo qui me rassura ensuite que ce n'était aucune activité illicite. Il me dit que lui et ses amis possédaient le lot 36 et qu'ils étaient dans le commerce des antiquités, spécialisés dans des pièces de la période coloniale espagnole. J'adore l'histoire et, par coïncidence, je me spécialise dans la conquête espagnole du Sud et du centre de l'Amérique. Je finis par poser des questions à Manalo sur certaines des pièces qu'il gardait dans le lot et il semblait en savoir beaucoup sur son entreprise. Il partageait également ma passion pour l'histoire régionale et quand il me dit qu'il connaissait Bernal Díaz del Castillo, j'étais vraiment impressionné. Le lieu avait une petite salle d'attente dans le bureau, avec un distributeur d'eau et une cafetière pour les clients actuels et potentiels. Quelques minutes après notre conversation, Manalo me demanda si je voulais une tasse de café. Il compatit avec moi pour être éveillé si tard et parla avec éloquence sur la façon dont je devais être fatigué de rester éveillé toute la nuit. Je lui dis que ce n'était pas si mauvais et que j'appréciais son offre, puis nous recommençâmes à parler d'histoire. Nous parlâmes en alternance pendant environ 30 à 40 minutes et je déduisis que Manalo était un homme très intelligent et très riche.
Il ne parla pas explicitement de sa richesse, mais je commençais à remarquer combien sa montre semblait chère, et les chiffres qu'il mentionnait en parlant de certaines pièces de meubles rares étaient des chiffres de 5 et 6 chiffres. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, nous avons parlé un moment, et j'appréciais notre conversation quand, tout à coup, les amis de Manalo firent leur apparition et frappèrent à la porte. Il s'excusa, me dit qu'il devait partir, mais me serra la main très sincèrement en me remerciant pour la conversation stimulante. Je l'accompagnai jusqu'à la sortie du bureau, lui souhaitai une bonne nuit, puis je me retournai pour entrer de nouveau. C'est alors que le policier que j'avais en moi réalisa quelque chose. Le travail policier, surtout celui de détective, repose sur les détails. Vous apprenez à remarquer les choses, qu'il s'agisse de différences ou de chiffres ou de routines et de choses du genre, c'est quelque chose que le département vous inculque, et c'est quelque chose qui ne disparaît jamais une fois qu'il est là. Lorsque les hommes entrèrent, Manalo était accompagné de 4 de ses prétendus associés. En partant, il n'était accompagné que de 3. Je sortis de nouveau du bureau et vis 4 hommes au total montés dans un élégant Ram 1500. Il s'agissait définitivement de 4 en tout et j'étais 99% sûr que 5 étaient entrés dans le lot. Je restais là, me demandant si mes instincts de policier me trahissaient finalement à cause de l'âge. Peut-être que je me trompais, peut-être qu'il n'y en avait que 4. Mais si j'avais raison, où était le 5e homme? Je décidai de faire un tour autour du lot 36, l'unité que Manalo et ses amis disaient posséder. Après tout, cela ne pouvait pas faire de mal d'y jeter un coup d'œil, non? Je me suis levé, j'ai terminé le reste du café que m'avait acheté l'homme suspectement amical, puis j'ai marché autour du lot 36. Dès que je fus dehors, je sus que quelque chose n'allait pas. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui ont été témoins d'une scène de meurtre auparavant, et cela ne peut être que quelque chose de bon. Si c'est votre cas, certaines choses restent toujours avec vous. Pour moi, c'est l'odeur du sang. Le sang chaud sent la rouille. Cela m'a toujours semblé être une phrase idiote, car elle n'a de sens que lorsque vous sentez beaucoup de sang frais. Mais quand vous en sentez beaucoup, c'est le seul mot qui le décrit. Ça sent la rouille. Ce n'est pas une odeur putride, ça ne vous fait pas vomir ni rien, mais une fois que vous l'avez senti, vous ne l'oubliez jamais. Et c'est cette odeur chaude et oxydée que je percevais à l'extérieur du lot 36 ce soir-là. Il y avait un tas de sang frais quelque part, encore chaud à cause de l'air humide de la nuit, et j'étais prêt à parier la tombe de ma mère qu'il se trouvait à l'intérieur du lot 36. J'ai immédiatement appelé le 911, je me suis connecté à un opérateur de police et je lui ai expliqué exactement pourquoi j'avais ce pressentiment. Je lui ai expliqué qui j'étais, je lui ai dit que j'avais des décennies d'expérience dans les forces de l'ordre et que j'avais besoin d'agents en uniforme dès que possible. Nous avions des coupe-boulons sur place, donc je pouvais retirer le cadenas, mais j'avais besoin de la police sur place pour être témoin de ce qu'il y avait à l'intérieur. 2 agents arrivèrent dans l'heure. Je les ai conduits au lot et leur ai expliqué la situation. Cela n'a pas nécessité beaucoup d'explications. L'un des agents approcha son nez de la fente de l'unité de stockage, inspira une fois et me dit de l'ouvrir. Mais quand je l'ai fait, cette odeur de sang frais et oxydé nous a enveloppés comme une vague. Tout l'intérieur de l'unité de stockage était recouvert de draps en plastique qui étaient eux-mêmes imbibés de sang. Et il n'y avait que 2 pièces de mobilier. L'une était une longue table en métal avec toutes sortes d'outils et d'instruments ensanglantés éparpillés dessus. L'autre ressemblait à une chaise de dentiste avec un cadavre mutilé et déchiqueté attaché à elle. Pendant 1 minute ou 2, nous restâmes tous les 3 hypnotisés par l'horreur de cette chambre de torture improvisée. En toutes mes années dans les forces de l'ordre, je n'avais jamais vu quelque chose de semblable. Quiconque l'avait monté avait même pris la peine d'insonoriser partiellement l'intérieur, probablement pour avoir un peu plus de tranquillité. Bien que je pense que c'est la baïonnette appliquée à la victime qui a vraiment étouffé ses cris. Je ne veux pas entrer dans les détails concernant les mutilations subies par la victime, mais ce que je ferai, c'est vous assurer d'une seule chose. Quiconque voulait cet homme mort, voulait qu'il meure très lentement et avec beaucoup de douleur. Il existe des façons de faire en sorte que la mort semble être une miséricorde lorsqu'elle arrive enfin. En quelques heures, il y avait des douzaines de policiers errant sur les lieux, avec toutes sortes de véhicules judiciaires stationnés à l'extérieur, et ils continuèrent à venir et à partir pendant presque 1 semaine après. J'ai entendu l'histoire dans les médias et même une équipe de télévision a visité l'un de mes jours de congé pour enregistrer quelques images de l'équipe judiciaire inspectant la scène, mais après cela, les médias n'ont pas donné beaucoup de détails, et cela est resté ainsi pendant un certain temps. Quelques mois plus tard,
Je me suis retrouvé à penser au meurtre, alors j'ai contacté l'un des jeunes collègues qui était encore au département. Il m'a dit que cela était lié au cartel, ce que je soupçonnais depuis longtemps. Mais au fur et à mesure que les agents rassemblèrent les pièces sur qui et pourquoi ils l'avaient fait, une image profondément troublante commença à émerger. Mon vieil ami m'a dit que l'homme amical qui m'avait offert du café ce soir-là ne s'appelait pas Manalo et qu'il s'agissait probablement de Luis Esparza, l'un des hommes du cartel de Sinaloa au nord de la frontière. Luis s'était assis, avait discuté d'antiquité et bu du café avec moi comme un gentleman, pendant que ces hommes torturaient à mort son propre neveu dans l'unité de stockage du lot 36. L'information est venue du FBI, qui avait perdu un informateur dans l'opération du cartel de Sinaloa dans le nord, juste au moment où nous avons trouvé le corps. Ainsi, le département a déduit que tout était lié au cartel et qu'il n'avait pas beaucoup de sens de continuer l'enquête, puisque les tueurs étaient probablement déjà de retour au sud de la frontière. Une histoire aussi ancienne que le temps dans ma partie du pays. On pourrait penser qu'après presque 4 décennies dans les forces de l'ordre, je serais plus habitué aux méchancetés que les hommes peuvent infliger les uns aux autres. Mais la façon dont ce lieutenant du cartel a pu simplement boire du café et parler d'histoire tout en sachant que son propre parent était déchiqueté et mutilé alors qu'il était encore en vie, cela exige un cœur froid, très froid, pour faire quelque chose comme ça. C'est presque inhumain. Je ne sais pas si ces personnes sont folles ou si l'argent les pousse à faire ces choses, mais je soupçonne que c'était un sentiment de trahison qui a vraiment motivé le meurtre de ce jeune homme. On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais je peux vous assurer qu'ils ont fait saigner ce jeune homme lentement. Après être sorti de l'armée, un camarade ancien soldat m'a trouvé un emploi comme garde de sécurité pour un entrepreneur régional. Ils m'ont payé pour obtenir ma licence de la SIA, qui est le document nécessaire si vous voulez travailler dans la sécurité au Royaume-Uni. Après avoir travaillé avec eux un certain temps, j'ai commencé à rebondir d'entreprise en entreprise en essayant de gravir les échelons. J'ai fini par travailler pour une importante chaîne de supermarchés, ce qui, au début, me faisait peur, mais je me suis adapté plus que je ne le pensais. C'est un travail social, ce qui me convenait bien, et considérablement moins dangereux que l'armée, mais ce n'était pas non plus ennuyeux, ce qui était l'une de mes plus grandes préoccupations. Je pensais que j'allais rester assis toute la journée, à effrayer des jeunes qui volaient dans les rues ou quelque chose de ce genre. Mais il s'est avéré qu'il y a eu un couple de moments plutôt glaçants aussi. Rien de trop dangereux pour la plupart, mais il y a eu un incident qui était pire que tout ce que j'avais vu dans l'armée, et j'étais au Malouine, pour l'amour de Dieu. C'était à la mi-mai 1996, et je m'en souviens parce que ce que je m'apprête à te raconter est arrivé seulement quelques jours après que Manchester United ait battu Liverpool en finale de la FA Cup. Mon beau-père, que son âme repose en paix, était un fan de Liverpool, et le visage en colère qu'il avait le lendemain, pendant le dîner du dimanche, me fait encore rire aujourd'hui. J'étais dans le bureau de sécurité de ce grand supermarché, je ne suis pas sûr de devoir dire lequel, et je devais être assez concentré sur les papiers que je remplissais. Car quand ma radio a sonné, j'ai failli faire une crise cardiaque. C'était une après-midi de semaine très tranquille, donc je ne m'attendais pas à quoi que ce soit de grave, mais quand j'ai entendu la voix à travers la statique, j'ai réalisé que quelque chose de mauvais se passait. J'étais avec ce grand et calme gars nommé Alan, un grand gaillard de plus d'1,80 m qui ne s'émouvait de rien, et Alan semblait très nerveux quand il a demandé de l'aide par radio ce jour-là. Il m'a dit qu'il était dans la section des bières et des vins, qui était tout au fond du magasin, près de la boulangerie, ce qui signifiait que je devais traverser tout le magasin pour y arriver. Plus je m'approchais, plus je pouvais voir une certaine agitation venant de l'allée des bières et des vins. Même une femme a poussé son chariot vers moi et a commencé à me supplier d'aller aider mon collègue, disant qu'il y avait un homme terrifiant, sans chaussures, le menaçant avec une bouteille. J'ai immédiatement accouru, me dirigeant vers l'allée des bières et des vins pour voir un grand Alan face à un homme en manteau long. La femme avait raison de dire qu'il ne portait pas de chaussures, mais il avait aussi ce qui était clairement une robe de malade, et je me souviens avoir pensé que si ce n'était pas pour le manteau long, je pourrais probablement voir le bracelet d'identification de l'hôpital à son poignet. L'homme devait avoir une vingtaine ou une trentaine d'années, et il ne cessait de dire à Alan de rester éloigné de lui. Alan n'avait pas l'intention de s'approcher du type, car la procédure standard exigeait qu'il y ait 2 gardes présents pendant toute tentative de neutralisation d'une menace. Mais quand je suis arrivé et qu'il a commencé à s'approcher du type avec l'intention de l'immobiliser,
l'homme a commencé à saisir des bouteilles d'alcool sur les étagères et à les briser devant nous. Comme il y avait un danger clair et imminent pour les clients, j'ai dit à Alan de commencer à évacuer le magasin et de recruter l'aide du personnel pour le faire. Cela m'a évidemment laissé seul avec notre sujet, mais comme il était manifestement sur la défensive, je pensais pouvoir maintenir la situation sous contrôle jusqu'à ce qu'Alan ait aidé à dégager la zone. Pour essayer de distraire l'homme de plus de violence ou de destruction de marchandises, j'ai commencé à lui demander quel était son problème, de la manière la plus amicale possible, bien sûr. Je n'avais aucune idée de la réponse que j'allais obtenir avec ça, mais je supposais que ce serait quelque chose de légèrement déjanté. Après tout, il portait une robe de malade et manifestement avait une sorte de crise mentale, donc je ne m'attendais pas à entendre quelque chose de cohérent de ce que je supposais être un patient psychiatrique. Mais quand il a vraiment parlé, ce qu'il a dit m'a donné des frissons. On m'a mis quelque chose à l'intérieur. J'ai besoin de le couper, j'ai besoin de l'enlever. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par « on m'a mis quelque chose à l'intérieur » et s'il avait besoin de retourner à l'hôpital. Honnêtement, je pensais que l'écouter et lui poser des questions le calmerait. Il s'est avéré que ma seconde question a provoqué une réaction extrêmement enragée chez lui, qui a commencé à crier « Je ne vais pas retourner là-bas, tu ne peux pas me forcer à y retourner » et d'autres choses, et il a saisi une bouteille et l'a lancée dans l'allée vers moi. C'était un lancer désordonné, donc il ne m'a pas atteint, mais cela a suffi à me faire reculer de quelques mètres, tout en lui assurant que personne ne le forcerait à aller nulle part. C'était évidemment un mensonge. Une fois qu'il serait entre les mains de la police, il pourrait faire ce qu'il voulait avec lui. Mais pour le moment, je devais éviter qu'il ne blesse quelqu'un, en plus de me concentrer sur la prévention des pertes. Je me suis concentré à lui dire qu'il n'irait à aucun hôpital et que tout ce que je voulais, c'était m'assurer qu'il allait bien. Après assez de bavardage dans ce sens, il semblait céder un peu. Mais au lieu de se calmer, le type semblait aller complètement dans l'autre direction. À mon horreur, il a commencé à marcher vers moi à travers tous les morceaux de verre brisés au sol. J'ai commencé à lui dire « Hé, ne fais pas ça, tu vas te blesser ». Mais il ne m'écoutait pas. Le premier craquement du verre sous son pied m'a fait frémir. Je pensais qu'il allait reculer et tomber de douleur. Je veux dire, la douleur devait être inimaginable, avec tous ces morceaux de verre brisés le coupant et tout cet alcool sur le sol qui devait entrer dans ses blessures. Ce qui était le plus étrange, c'est qu'il ne semblait ressentir aucune douleur. Il a simplement continué à marcher, et pendant ce faisant, il a commencé à sangloter et disait « J'ai juste besoin de le sortir de moi », avec cette voix tremblante qui le faisait paraître sur le point de pleurer. Et puis il s'est simplement assis parmi l'alcool et les morceaux de verre brisés, ce qui à nouveau m'a fait frémir comme jamais. J'ai continué à lui demander ce qu'il pensait avoir à l'intérieur et qui il pensait l'y avait mis, tout pour le distraire et faire semblant que cela m'importait vraiment. Ne te méprends pas, je me souciais de ce qui lui arrivait. Après tout, je suis humain, et le type souffrait clairement de quelque chose. Mais il ne semblait pas capable de me donner une réponse. Je ne suis pas sûr qu'il m'écoutait à ce moment-là, car il continuait à enfoncer ses doigts dans son visage, son cou et ses bras, comme s'il cherchait quelque chose sous sa peau. Et je suppose qu'il cherchait ce qu'il pensait qu'on lui avait mis à l'intérieur. Dieu sait qui étaient eux, et je n'avais aucune idée de ce qu'il pensait qu'on lui avait mis à l'intérieur, mais il en était vraiment convaincu. Il l'a démontré sans aucun doute avec son action suivante. Quand le type a d'abord saisi un grand morceau de bouteille cassée, j'ai pensé qu'il pourrait planifier de m'attaquer avec, donc mon premier instinct a été de reculer encore plus. Je lui ai dit de le laisser tomber par terre, qu'il n'était pas nécessaire que quelqu'un soit blessé aujourd'hui. Mais, encore une fois, il semblait à peine m'écouter. J'ai vu comment il commençait à appuyer un morceau de verre brisé sur la peau sous son œil. Tout ce que j'ai pu faire, c'est réagir. J'ai presque trébuché en passant par la grande flaque d'alcool renversée, mais j'ai réussi à atteindre l'autre côté. J'ai saisi le bras qui tenait le morceau de verre et l'ai éloigné de son visage. Si tu te souviens, dans son autre main, il tenait le plus gros morceau de bouteille cassée qu'il tenait par le goulot, et il m'a fait quelques bonnes coupures à la jambe avant que je ne puisse le contourner et l'éloigner des morceaux de verre brisés. Je me souviens d'avoir entendu des cris des personnes qui n'avaient pas été évacuées de la zone et de réaliser qu'il y avait beaucoup de sang sur le sol, d'où je traînais le type. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire à partir de là. Tout était une solution temporaire au problème du type qui voulait se faire du mal. Mais, heureusement, il a réglé le plus gros problème pour moi. Pour pouvoir se relever, il a dû lâcher le morceau de bouteille cassé et utiliser sa main libre pour gagner un peu d'équilibre.
Cela m'a donné une occasion en or de l'éloigner des morceaux de verre avant de le jeter à nouveau au sol. Puis, après lui avoir immobilisé les bras, je me suis essentiellement assis sur sa poitrine jusqu'à ce qu'Alan revienne pour me donner un coup de main. J'espérais que le type se soit fatigué, mais non. Tout le temps, il se débattait et se tordait. Et je ne sais pas si c'était l'adrénaline, mais il était beaucoup plus fort qu'il n'en avait l'air. Honnêtement, si Alan n'était pas revenu quand il l'a fait, je ne suis pas sûr d'avoir pu le maintenir immobilisé beaucoup plus longtemps. Il était complètement hors de lui, toujours prêt à se battre malgré toutes ses blessures. Il continuait également à dire des choses très angoissantes, disant que j'étais avec eux, qui qu'ils soient, et que si j'avais des enfants, je devais les tuer, parce qu'ils viendraient les chercher après. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de qui étaient eux, et je te jure qu'il m'a dit « Mais rien, toi, tu le sais, et ça veut dire que tu es foutu. » Je sais que le type était hors de lui, et que je ne devrais pas prêter attention à quoi que ce soit qu'il disait. Mais à ce moment-là, en pensant à ma fille, certaines de ces choses m'ont vraiment affecté dans la tête. Finalement, la police est arrivée, et nous avons aidé à lui mettre les menottes et à le mettre dans leur fourgonnette. Il donnait des coups de pied et crachait tout le long, mais à la fin, le travail était fait. Puis nous sommes retournés au bureau pour nous nettoyer avec des lingettes antiseptiques avant de compléter les rapports de l'incident. Et les gars et les filles, c'était le pire incident avec lequel j'ai eu affaire, et j'étais en service pendant les émeutes de 2011. C'était tout simplement une foule incontrôlable, quelque chose que je pouvais comprendre, compte tenu du jeune âge et des problèmes que les fauteurs de troubles avaient tendance à avoir. Mais ce qui s'est passé ce jour-là avec le type en robe de malade m'a hanté pendant des décennies. Nous n'avons jamais su quel était son problème ou s'il s'est amélioré, mais je suppose que c'est ça la vie, non ? C'est une série de questions sans réponse. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a certaines questions auxquelles je préférerais ne pas savoir la réponse. Juste après avoir quitté l'université, ma vie était un désastre et, pour survivre, j'ai dû trouver un emploi temporaire comme gardien de sécurité de nuit dans un hôtel. Cela a duré peut-être seulement 5 semaines de travail avant que le gardien permanent ne revienne après une opération ou quelque chose comme ça, mais cela m'a aidé à rester à flot pendant que mes parents me pressaient de leur payer le loyer. Dur, mais juste. Travailler là-bas était principalement calme, surtout pendant les heures les plus avancées, mais après un certain temps, le manque de lumière du soleil a vraiment commencé à m'affecter. Je commençais à 11h du soir, faisais quelques rondes, aidais à vider le bar lorsqu'il fermait, et puis j'avais généralement du temps libre pour regarder la télévision de nuit et fouiller la cuisine à la recherche de gâteaux. Ensuite, je voyais le soleil se lever depuis le toit avant de pointer pour sortir vers 6h30 du matin. Les 5 semaines sont passées comme un souffle d'air. Et c'était littéralement mon dernier quart de travail avant de commencer un nouvel emploi lorsque je suis tombé sur l'un des incidents les plus angoissants de ma jeune vie. Tout allait bien jusqu'à peu après 6h du matin, quand la réception m'a appelé par radio pour me dire qu'il y avait une plainte de bruit provenant de l'une des chambres occupées. Apparemment, le radio-réveil de la chambre avait sonné pendant presque 20 minutes d'affilée et cela énervait de nombreuses chambres voisines, au point qu'elles appelaient la réception pour se plaindre. Pour ajouter à cela, la réception m'a dit que la chambre avait demandé un réveil 30 minutes auparavant et n'avait pas répondu à de multiples tentatives d'appel. Je leur dis que j'irai vérifier et commence à monter vers la chambre, avec Ted, le responsable de l'entretien, qui se joint à moi au cas où. Nous arrivons à la porte et, effectivement, le réveil sonne à plein volume, l'un de ces modèles anciens et ennuyeux aussi. Je peux entendre le téléphone dans la chambre aussi, l'un de ces vieux téléphones avec une vraie cloche, donc je comprends parfaitement pourquoi les gens étaient si dérangés par tout ce bruit. Je frappe à la porte et crie par-dessus le bruit, mais il n'y a pas de réponse. Je frappe plus fort, mais il n'y a toujours pas de réponse. Je mets ma carte clé et commence à ouvrir la porte, et c'est alors que je me rends compte que la chaîne de sécurité supérieure est toujours en place. Je m'arrête immédiatement. Je suppose que j'avais inconsciemment présumé que la chambre était vide, étant donné le volume du bruit dans la chambre, mais la chaîne de sécurité ne peut être fermée que de l'intérieur, par quelqu'un dans la chambre. Mon esprit commence à s'emballer. J'utilise une carte pour ouvrir la chaîne de sécurité puis j'ouvre la porte. Et là, allongé sur le ventre sur le lit, à moitié couvert par un drap, il y a un homme d'âge moyen,
et il ne semblait pas respirer. Je regarde le responsable de l'entretien, qui me lance un regard qui dit « Que veux-tu que je fasse ?» J'entre dans la chambre et dis « Excusez-moi, monsieur », de la voix la plus forte possible, assez fort pour être entendu au-dessus du réveil et du téléphone, espérant juste qu'il se réveille et que tout ira bien. Mais je n'obtiens rien, pas une réponse. Cela semble fou, mais bien que je soupçonnais déjà qu'il était mort, j'ai essayé une fois de plus, juste par pure espérance. Je m'approche du lit, et cette fois beaucoup plus fort, je crie « Excusez-moi, monsieur », tout en atteignant son épaule poilue pour le secouer, et je crie à nouveau « Excusez-moi, monsieur », aussi fort que je peux. Soudain, le type lève la tête, me regarde, confus. Eh bien, nous lui expliquons que nous pensions qu'il était mort. Il s'avère qu'il était juste complètement ivre et qu'il n'a entendu aucune de ses alarmes. Et il nous a demandé, d'une voix traînante, si nous pouvions éteindre son alarme. Nous le faisons, sortons de la chambre et respirons un soupir de soulagement. Penser que ce type était mort, puis penser que moi, un jeune homme de 19 ans, j'étais d'une certaine manière responsable de lui, c'était la sensation la plus terrifiante de ma vie jusqu'à ce moment-là. Je n'avais jamais pratiqué la RCP, j'avais à peine prêté attention aux leçons de premier secours qu'on nous avait données au lycée, et pendant un instant, j'ai vraiment pensé que cela allait dépendre de moi de sauver la vie de cet homme. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Mais me sentir aussi pris au dépourvu m'a tellement dérangé que je pense que cet incident est devenu le catalyseur pour que je commence vraiment à devenir un homme et à arrêter d'agir comme un enfant. Rien de tel qu'un frôlement avec la mortalité pour te faire réaliser que nous avons juste un temps limité sur l'horloge, alors mieux vaut ne pas le gâcher. J'avais l'habitude de travailler en sécurité dans un immeuble de grande hauteur au centre-ville, et sans aucun doute, le pire du travail était ceux qui sautaient. Le nombre de personnes qui se suicidaient pendant que j'étais là était terrifiant. Il y avait environ 4 par an, pendant les 8 années où j'y ai travaillé. Le pire cas pour moi fut celui d'une vieille dame. Elle est allée au dernier étage et a sauté, tombant sur un arbre et s'écrasant sur le trottoir. Elle a laissé un trou de la taille de son corps dans l'arbre. Les pompiers sont venus laver le trottoir avec un tuyau, mais ils ne savaient pas qu'un bon morceau de son foie se trouvait sous la voiture garée à côté de laquelle elle avait atterri. Ce n'est que le lendemain matin qu'il a été découvert, lorsque la personne est partie et que le foie est resté là, à la vue de tous. Ses enfants ont dû prendre l'avion pour s'occuper de ses biens. Sur la table de la salle à manger, il y avait une note. Elle expliquait que, comme il n'allait pas lui rendre visite cette année, elle n'avait plus de raison d'exister. Tous deux se sont effondrés en pleurant en lisant cela. Nous avons presque dû les mettre sous surveillance. Au cours des 3 semaines suivantes, ils venaient au bureau exigeant les enregistrements de sécurité, montrant leur mère entrant dans l'ascenseur, montant au dernier étage, sautant et atterrissant sur le sol. Tant notre directeur général que l'avocat ont refusé de remettre ces enregistrements aux enfants. Cette situation me hante encore aujourd'hui. Ces sanglots profonds et déchirants de pure tristesse que ces hommes ont laissé échapper resteront à jamais gravés dans ma mémoire. J'étais gardien de sécurité dans un refuge pour sans-abri ici dans la ville. Nous avions un habitué qui traînait sur notre propriété, nommé Léon. Pour la plupart, il était coopératif et s'en allait si nous lui demandions. Un jour, je l'ai trouvé courbé et il n'avait pas l'air bien. Alors je lui ai demandé s'il allait bien. Il a dit que oui, mais il n'a pas répondu de la meilleure manière. Alors je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide ou s'il avait consommé ou bu quelque chose ce jour-là. Il a dit qu'il buvait juste comme d'habitude, et en m'approchant, j'ai remarqué ce qui semblait être du sang sur son chapeau. J'ai mis des gants et je me suis approché davantage, lui enlevant le chapeau, et j'ai découvert que Léon avait une énorme blessure sur le crâne, d'environ 20 cm de long, complètement recouverte de verre. Cet homme avait entre 20 et 30 vers couvrant sa blessure, se contentant de la manger. Naturellement, j'ai appelé le numéro d'urgence et j'ai demandé l'assistance de professionnels de la santé, en veillant à les avertir à l'avance. Tous deux étaient horrifiés lorsqu'ils l'ont vu, mais ils l'ont quand même emmené pour recevoir de l'aide. Je n'ai pas vu Léon depuis, et j'espère juste qu'il va bien. Travailler en sécurité peut vraiment apporter des moments étranges.
J'avais l'habitude de travailler comme agent de sécurité dans un centre commercial ici au Texas. Le centre commercial appartenait à une entreprise qui louait des locaux à divers commerces, mais ils nous ont embauchés comme sécurité pour tout le lieu. Cela signifiait que nous contrôlions toutes les caméras de sécurité, ainsi que les enregistrements, et c'est grâce à cela que j'ai aidé un homme à récupérer des vidéos de notre système DVR. En résumé, la vidéo montrait comment il a tiré sur 3 hommes qui ont essayé de voler son magasin, et c'était à peu près comme ça. Le propriétaire du magasin est derrière le comptoir, faisant ce qu'il a à faire, quand les 3 voleurs entrent en force dans son magasin. 2 des hommes courent vers la section des bières, tandis que le 3e le menace avec un pistolet. Puis, dès que les 2 gars attrapent la bière et commencent à courir vers la porte, le 3e gars laisse tomber son arme. Oui, avec des mains maladroites, il laisse tomber son pistolet, et il a cette expression parfaite de « oh merde » sur le visage. À ce moment-là, le propriétaire du magasin sort un fusil de derrière le comptoir et commence à tirer. On voit comment le premier gars tombe juste devant la porte, dans les 2 caméras, car elles étaient pointées à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur de la porte. Le 3e gars commence à tirer comme un fou en direction générale du propriétaire après avoir repris son arme, mais il ne touche rien d'autre que les étagères d'exposition. Le propriétaire du magasin se jette au sol, puis se relève avec le fusil et tire sur le tireur, qui tombe à moitié en dehors du magasin, bloquant essentiellement la porte. Le dernier voleur essaie de sortir en courant par la porte, mais le corps de son ami le ralentit et le vendeur le poursuit, lui tirant dessus jusqu'à ce qu'il tombe dans le parking. Le gaz avec l'arme est mort, tandis que le premier gars qui a été abattu a survécu. Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé à celui qui a reçu la balle la plus proche, mais je ne pense pas qu'il soit mort non plus. C'est irréel d'y penser, mais je suppose que c'est la vie. Tout s'est passé si vite, tout se termine en quelques secondes quand on regarde la vidéo. Mais ce qui m'a vraiment perturbé, c'est la façon dont le propriétaire du magasin a agi en revoyant tout cela. Je sais qu'il avait le droit de se défendre et que personne ne devrait avoir à s'excuser pour cela, mais je ne sais pas, si c'était moi, je ne serais pas en train de célébrer le fait. On aurait dit qu'il prenait plaisir à savoir qu'il avait tué le gars. Ça ne semblait pas l'affecter le moins du monde. Je suppose qu'il y a des gens qui sont meilleurs pour tuer que d'autres. Peu importe ce que les gens disent, ça me semble franchement glaçant. Je travaillais comme agent de sécurité dans un centre commercial ici au Texas. Le centre commercial appartenait à une entreprise qui louait les locaux à plusieurs commerces, mais ils nous avaient engagés comme sécurité pour tout l'endroit. Cela signifiait que nous avions le contrôle de toutes les caméras de sécurité ainsi que des enregistrements, et c'est grâce à cela que j'ai aidé un homme à récupérer des vidéos de notre système DVR. Pour résumer, la vidéo montrait comment il avait tiré sur 3 hommes qui avaient essayé de voler son magasin, et c'était à peu près comme ça. Le propriétaire du magasin se tenait derrière le comptoir, faisant ce qu'il avait à faire lorsque les 3 voleurs ont fait irruption dans son magasin. 2 des hommes courent vers la section des bières, tandis que le 3e le menace avec un pistolet. Ensuite, dès que les 2 gars saisissent la bière et commencent à courir vers la porte, le 3e gars laisse tomber son arme. Oui, maladroit, il laisse tomber son pistolet et a cette expression parfaite de « oh merde » sur le visage. À ce moment-là, le propriétaire du magasin sort un fusil de derrière le comptoir et commence à tirer. On voit comment le premier gars tombe juste à l'extérieur de la porte, sur les 2 caméras, car elles étaient orientées vers l'intérieur et vers l'extérieur de la porte. Le 3e gars commence à tirer dans tous les sens en direction générale du propriétaire après avoir repris son arme, mais il ne touche rien d'autre que les étagères d'exposition. Le propriétaire du magasin se jette au sol, puis se relève avec le fusil et tire sur le tireur, qui tombe à mi-chemin hors du magasin, bloquant essentiellement la porte. Le dernier voleur essaie de sortir en courant par la porte, mais le corps de son ami le ralentit et le vendeur le poursuit, lui tirant dessus jusqu'à le mettre à terre dans le parking. Le gaz avec l'arme est mort, tandis que le premier gars qui a été abattu a survécu. Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé à celui qui a reçu la balle la plus proche, mais je ne pense pas qu'il soit mort non plus. C'est irréel de le penser, mais je suppose que c'est la vie. Tout est arrivé si vite, tout se termine en quelques secondes quand on voit la vidéo, mais ce qui m'a vraiment perturbé, c'est la façon dont le propriétaire du magasin a agi en revoyant tout. Je sais qu'il avait le droit de se défendre et que personne ne devrait avoir à s'excuser pour cela, mais je ne sais pas, si c'était moi, je ne célébrerais pas tant le fait.
Il semblait apprécier de savoir qu'il avait tué le gars. Cela ne semblait pas l'affecter le moins du monde. Je suppose qu'il y a certaines personnes qui sont meilleures pour tuer que d'autres. Je me fiche de ce que les gens disent, cela me semble franchement effrayant. Cela s'est passé il y a presque 10 ans. J'étais un novice en matière de sécurité, et quand on m'a appelé pour travailler ici, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. C'était ma première nuit de travail, et l'endroit, un hôtel à 2 étages, était au bord de la ruine, littéralement. Je n'avais jamais été confronté à quelque chose comme ça. L'appel était pour surveiller le bâtiment pendant la nuit, ce que nous appelions surveillance contre les incendies, mais cette nuit-là a été bien plus que ça. L'hôtel était condamné, et je ne le dis pas seulement à cause des horribles conditions dans lesquelles il se trouvait. Les escaliers arrière reliant les étages étaient sur le point de s'effondrer. Le service des pompiers et les inspecteurs des codes avaient déclaré l'endroit inhabitable, mais il y avait encore des gens qui y vivaient. Des gens qui devaient sortir. Mon travail consistait à les faire sortir tous, un par un, au milieu d'une nuit étouffante d'été à Stockton, en Californie. Le propriétaire, qui ne s'est même pas donné la peine de se montrer, avait un autre hôtel où il voulait que nous transférions les occupants. Mais ce n'était pas n'importe quel hôtel. Oh non, cet endroit était rempli de gens désespérés, d'accros au crack et de personnes qui survivaient à peine, faisant des paiements hebdomadaires pour ne pas se retrouver à la rue. Dès le moment où je suis arrivé sur les lieux, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le parking était rempli de voitures en panne, la plupart ne fonctionnant pas, et des seringues jonchèrent le sol partout. Chaque coin puait l'abandon. L'endroit semblait tout droit sorti d'un film d'horreur bon marché, mais ce n'était pas un film, c'était réel. C'était mon premier quart de travail, et je ne savais pas comment gérer ce qui allait arriver. J'ai été assigné à un inspecteur des codes, un gars sérieux avec une caméra sur le corps, et un pompier qui ne parlait pas beaucoup. Nous devions tous les 3 entrer dans chaque chambre et dire aux gens qu'ils avaient 4 heures pour empaqueter ce qu'ils pouvaient et sortir. Ça avait l'air facile, mais dès que nous avons ouvert la première porte, j'ai su que j'étais dans de beaux draps. La première chambre que nous avons frappée était occupée par un homme qui tenait à peine sur ses jambes. Ses yeux étaient vitreux, comme s'il était dans un autre monde. Il était évident qu'il était sous l'influence de quelque chose, et l'odeur dans la chambre était insupportable. Je pouvais sentir l'humidité collante de l'été intensifier l'odeur déjà nauséabonde. Pendant que le pompier parlait avec lui, je ne pouvais qu'observer, horrifié par l'état de cette chambre. Des ordures partout, des taches sur les murs que je n'ai pas voulu identifier, et le pire de tout, des cafards. Des centaines de cafards courant sur les murs, le sol et parmi les affaires de l'homme, comme si c'était chez eux. L'homme a à peine réagi quand nous lui avons dit qu'il devait partir. Il a essayé, mais il n'y avait rien dans ses yeux qui montrait qu'il comprenait la gravité de la situation. C'est alors que j'ai réalisé. Ces gens n'avaient nulle part où aller. L'hôtel était leur dernier recours, leur dernier refuge. Chaque porte que nous frappions nous faisait rencontrer un nouveau cauchemar. Chaque chambre était tout aussi infestée. Les occupants, perdus dans leur propre monde d'addiction, essayaient de rassembler ce qu'ils pouvaient. Mais comment empaqueter une vie entière quand tout ce que vous avez, ce sont quelques sacs poubelles remplis de vêtements sales et d'objets brisés? Je ne peux pas oublier la chambre de la femme avec 5 enfants. Quand nous avons frappé à sa porte, j'ai été surpris qu'une mère vive là avec autant d'enfants. Je suis entré derrière l'inspecteur et la première chose que j'ai vue était un tas de sacs poubelles empilés jusqu'au plafond. Il n'y avait plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Les enfants étaient assis dans un coin, en silence total, tandis que des cafards couraient partout sur le sol. Le bébé le plus petit rampait, sans se rendre compte qu'il le faisait parmi les insectes. C'était une image si déchirante que j'ai dû détourner le regard. Nous leur avons dit la même chose qu'à tous. Vous avez 4 heures pour partir. La femme nous a regardés sans tout à fait comprendre. Elle savait qu'elle devait partir, mais où ? Comment était-elle censée sortir ces 5 enfants de là, avec toutes leurs affaires éparpillées dans des sacs poubelles et des cafards se faufilant parmi leurs affaires? Son désespoir m'a frappé comme une tonne de briques. Je ne pouvais rien faire pour elle. Je n'avais pas de réponse, ni de solution. J'étais juste le type qui avait besoin que tout le monde parte. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la tension augmentait. Certaines personnes suppliaient pour plus de temps, d'autres criaient, certaines ne répondaient même pas. Mais le pire de tout était le sentiment d'impuissance que je ressentais. Chaque personne que nous sortions,
Chaque vie que nous laissions derrière dans cet hôtel était un rappel de la fragilité de la vie. Ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Et moi, qui pensais que ce serait juste un autre emploi temporaire, je me retrouvais à faire face à la misère humaine dans sa forme la plus brute. Quand nous avons enfin réussi à sortir la plupart des gens, l'hôtel était devenu un champ de bataille vide. Les chambres étaient remplies d'objets abandonnés, souvenirs de vies brisées. La chaleur étouffante de l'été rendait l'odeur insupportable. Je sentais la sueur coller à ma peau et tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point je voulais sortir de là. Quand je suis rentré chez moi ce matin-là, j'ai brûlé mon pantalon et mes bottes. Je ne pouvais pas supporter l'idée que des cafards aient pu voyager avec moi. J'ai lavé mon uniforme environ 6 fois et pourtant, je ne me sentais pas propre. J'ai jeté mes gants à la poubelle sans hésiter. Je sentais que l'horreur de cette nuit s'était incrustée dans ma peau, dans mon esprit. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux personnes que nous avions laissées derrière, à la mère avec ses enfants, aux accros qui ne savaient pas comment continuer. Cette nuit-là a changé quelque chose en moi. Aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, j'ai encore des frissons en me souvenant de cette expérience. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi dévastateur et j'espère ne jamais le revoir. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ces personnes, mais quelque chose me dit que l'hôtel était la seule chose qui les empêchait de se retrouver dans la rue. Et ce sentiment, celui d'avoir été partie prenante de quelque chose d'aussi tragique, est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai travaillé comme agent de sécurité pendant les 7 dernières années, et bien que j'ai vu des choses étranges, rien ne se compare à ce que j'ai vécu pendant les 4 premières années de ma carrière. À cette époque, je travaillais dans une très vieille usine. Quand je dis vieille, je n'exagère pas. L'endroit avait plus de 100 ans. C'était comme si chaque coin du bâtiment respirait l'histoire. Mais pas la bonne histoire, tu sais. Il avait cette ambiance sombre, comme s'il avait été témoin de trop de mauvaises choses. Le genre d'endroit qui, même en pleine journée, te donnait déjà une étrange sensation. Dès le premier jour, j'ai su que ce ne serait pas un travail facile. L'usine était énorme, avec des plafonds hauts et des structures rouillées qui craquaient avec le vent, comme si le bâtiment lui-même était vivant, grognant, attendant que quelque chose se produise. Mon travail était simple. Faire des rondes nocturnes, m'assurer que tout était en ordre et que personne ne s'introduisait dans le bâtiment. Ça semble facile, non ? Eh bien, laisse-moi te dire que ce n'était pas le cas. Dès le début, cet endroit se sentait mal. Je te promets que l'air était plus lourd à l'intérieur, comme si tout le bâtiment avait une atmosphère qui ne te laissait pas respirer tranquillement. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient dans l'usine la nuit. En fait, il n'y avait presque jamais personne d'autre que moi et un collègue dans le bureau. Je me souviens que j'étais seul dans mes rondes la nuit où la première chose étrange s'est produite. C'était aux alentours de 1h du matin, un soir de semaine, le genre de nuit où le silence est si profond qu'il te fait entendre ta propre respiration. Il n'y avait pas une seule âme sur la plateforme, sauf mon collègue, qui était dans le bureau, comme toujours. Je faisais ma ronde habituelle, marchant dans le labyrinthe de machines et de longs couloirs qui semblaient ne jamais se terminer. J'arrivais à l'arrière de l'usine, un coin particulièrement sombre et éloigné, où il y avait une porte par laquelle je devais sortir pour jeter un coup d'œil rapide autour du bâtiment. Quand je m'approchais de cette porte, quelque chose se produisit que je ne peux toujours pas oublier. Les lumières autour de la porte s'éteignirent d'un coup. Ce n'était pas un scintillement ou une baisse de tension, non. Elles s'éteignirent complètement, me laissant avec environ 12 mètres d'obscurité absolue devant moi. Maintenant, je sais que cela peut ne pas sembler si terrifiant, mais quand tu es dans un endroit si vieux, où chaque bruit semble être un murmure de quelque chose que tu ne veux pas voir, l'obscurité se sent différente. C'était comme s'il y avait un mur invisible qui me retenait. Je sentis un frisson me parcourir le dos, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait depuis ce vide sombre. Malgré tous mes efforts, mon corps ne répondait pas. Je ne pouvais pas me déplacer vers cette obscurité. C'était comme si chaque partie de moi criait que je ne devais pas franchir cette porte. Je savais que je devais continuer avec mon travail, mais je ne pus pas. Je restais là, figé comme une statue, incapable de faire avancer mes pieds. À ce moment-là, tout mon être me disait que quelque chose de mauvais m'attendait dans cette obscurité. Quelques mois plus tard, la deuxième chose étrange se produisit. Cette fois, la peur était plus tangible, plus physique. Comme toujours, je faisais mes rondes la nuit.
Je sortis du bureau et commençai mon parcours par le couloir qui était juste à gauche. À droite, il y avait une porte qui donnait sur un petit parking latéral, mais c'était un endroit qui était toujours vide, surtout la nuit. Seuls les propriétaires et quelques VIP se garèrent là pendant la journée, mais la nuit, rien. Pas une seule voiture, pas un seul bruit, juste du silence. Cette nuit-là, tout semblait normal. Je sortis du bureau, regardai mon téléphone et mis mes écouteurs pour écouter de la musique en marchant. Juste au moment où j'étais sur le point de faire le premier pas dans le couloir, j'entendis un bruit de porte assourdissant. La porte à droite, celle qui donnait sur le parking vide, se ferma brutalement. C'était un bruit si fort qu'il me fit sursauter de peur, comme si quelqu'un avait décidé de frapper la porte de toutes ses forces. Mon cœur se mit à battre à 1000 à l'heure. Le coup avait été si fort que je pensais que quelque chose se produisait réellement. Je restai figé pendant quelques secondes, ne sachant pas si je devais m'approcher de cette porte ou non. Aurait-ce pu être le vent ? Je ne le pense pas. J'étais à l'intérieur d'un bâtiment et il n'y avait aucune fenêtre ouverte. Mon esprit essayait de trouver une explication logique, mais rien n'avait de sens. Mon collègue de travail faisait ses rondes ailleurs, donc cela ne pouvait pas être lui. Je décidai de m'approcher de la porte. Mes mains tremblaient un peu, alors que je tournais la poignée. Je sortis dans le parking et, comme prévu, il n'y avait absolument personne. L'endroit était complètement vide. Je montais les escaliers qui étaient juste à côté de la porte pour voir s'il y avait quelqu'un là-bas, mais encore une fois, rien. Le silence était presque écrasant. Après cela, quelque chose en moi changea. C'était comme si le bâtiment, avec toutes ses histoires et mystères, était vivant et jouait avec moi. La sensation d'être observé devint constante. Chaque fois que je passais près de cette porte ou du coin sombre de l'usine, je ressentais une pression sur ma poitrine, comme si quelque chose me surveillait. Bien que je n'ai jamais rien vu directement, la présence était là. Et crois-moi, ce n'était pas une bonne sensation. Finalement, je décidai de quitter ce travail. Je ne pouvais plus supporter cette peur constante. Chaque nuit, au lieu de me sentir en sécurité et en contrôle en tant qu'agent de sécurité, je me sentais vulnérable, comme si l'endroit attendait le moment parfait pour me prendre au dépourvu. Je sais que cela peut sembler ridicule, mais quand tu vis ces choses, tu commences à tout remettre en question. Je ne retournais jamais travailler dans cet endroit. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je quittais cette usine et, bien que ce fût une décision difficile, je sais que c'était la bonne. Il y a des endroits qui ne sont tout simplement pas faits pour que les humains les surveillent.